Qui dit séparation des critiques dans le cas de la philosophie, dit aussi segmentation et hiérarchisation des modèles de lecture du monde. En suivant la majorité des discours du XIXe et du XXe siècle, il n'y aurait eu de philosophie véritable que celle dont la pratique discursive serait directement héritière de la tradition grecque. Dans cette optique, seul un enseignement permettrait d'atteindre la vérité, les autres doctrines des diverses écoles du monde ne seraient que de simples anthropomorphismes. Ce n'est certainement qu'une formule, ce n'est peut-être qu'un préjugé, mais il est ancré et institutionnalisé. Ce qui se serait pratiqué en Europe durant la modernité dans le cadre de la philosophie ne serait pas de même nature que ce qui se serait pratiqué dans le reste de la planète et qui a alors été appelé plus ou moins approximativement sagesse, spiritualité, pensée orientale ou encore philosophie orientale. Du point de vue de la spéculation conceptuelle, il y aurait une séparation des possibilités critiques qui a souvent été catégorisée par deux blocs en opposition, un qui serait occidental, l'autre qui serait oriental. Dans ce type de dispositif simplificateur de la complexité du réel et des histoires de chaque entité géographique, l'un devient alors l'envers de l'autre. Si le premier qui est dit philosophique serait fondé en raison, l'autre ne serait que sentiment. Si le premier serait historique, le second ne serait qu'anhistorique. Si le premier serait universel, l'autre ne serait que relatif. Et ainsi de suite, avec comme point commun toutes ces descriptions, l'évidence que les seconds seraient dégradés par rapport à la positivité des premiers, qu'une hiérarchie se mettrait naturellement en place. De quand date donc cette séparation avec l'affirmation d'une supériorité du fond gréco-européen sur le reste des traditions écrites ? Il me semble pourtant qu'il y ait déjà eu de l'intérêt exprimé par les Européens sur la possibilité d'une rationalité des philosophies non issues de l'héritage grec. Par exemple, Leibniz au XVIIe-XVIIIe siècle était fasciné par les idéographes chinois. D'après un article de Viviane Alton que je cite, Leibniz consacra beaucoup d'énergie à essayer de déterminer s'il s'agissait bien de l'algèbre des concepts dont il rêvait. En d'autres termes, Leibniz avait pour croyance que le chinois écrit serait une écriture de type philosophique, compatible avec son système. Plus précisément encore, lorsque Voltaire, dans le chapitre 142 de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations de 1756, traite du Japon, il met en valeur des points qui seraient communs malgré la distance géographique. Ainsi, je cite Voltaire. De tous les pays de l'Inde, le Japon n'est pas celui qui mérite le moins l'attention d'un philosophe. Et plus loin dans le texte, ce royaume borne notre continent, comme nous le terminons du côté opposé. Je ne sais pas pourquoi on a appelé les Japonais nos antipodes en morale. Il n'y a point de pareil antipode parmi les peuples qui cultivent leur raison. La religion la plus autorisée au Japon admet des récompenses et des peines après la mort. Leurs principaux commandements, qu'ils appellent divins, sont précisément les nôtres. Le mensonge, l'incontinence, le larcin, le meurtre sont également défendus. C'est la loi naturelle réduite en préceptes positifs. Sur le plan moral, pour Voltaire, il y aurait une raison équivalente entre la morale européenne et la morale japonaise. Toutes les deux produiraient des institutions respectant une loi naturelle commune. Les romantiques allemands aussi, au début du XIXe siècle, validaient positivement certains textes qu'ils qualifiaient d'orientaux, en particulier ceux venant d'Inde, comme étant équivalents à la philosophie idéaliste qui avait lieu alors en Allemagne. Friedrich Schlegel, en 1813, valorise la philosophie indienne dans son Histoire de la littérature ancienne et moderne. Je le cite. D'ailleurs, parmi le petit nombre de peuples qui ont eu une philosophie et une métaphysique en propre, et chez lesquels le goût et l'amour de ces sciences ont été généralement répandus par la nature, comme c'est le cas parmi nous autres Allemands, et comme il en était autrefois des Grecs, les Indiens occupent chronologiquement le premier rang. C'est pourquoi, de tous les résultats et produits de leur génie, leur philosophie est ce qui doit fixer le plus notre attention. Suite à toutes ces louanges, par des auteurs reconnus comme étant des philosophes de première importance, d'où vient donc cette hiérarchisation de deux blocs de pensée qui s'excluraient littéralement l'un de l'autre ? Merleau-Ponty, dans l'ouvrage Signes de 1960, tente de décrire quels seraient les rapports entre la philosophie et la non-philosophie. Dans la deuxième partie du chapitre 5, il énonce des éléments de réponse à mon interrogation. Il débute en formulant un ensemble de remarques relativement caricaturales, qu'il estime être banales et répandues. Je le cite. Comme tout ce que l'homme fabrique et institue, l'Inde et la Chine ont un immense intérêt. Mais comme toutes les institutions, celles-ci attendent de nous le discernement de leur sens vrai. Elles ne nous le donnent pas tout à fait. La Chine et l'Inde ne sont pas en pleine possession de ce qu'elles disent. Il leur manque, pour avoir des philosophies, de chercher à se saisir elles-mêmes et tout le reste. L'idée est effectivement courante au XXe siècle.
la sagesse chinoise ou indienne se déploierait dans une pratique, par exemple la méditation, qui lui empêcherait de se saisir théoriquement elle-même. Dans cette séparation entre pratique et théorique, elle n'investirait qu'une moitié de l'ensemble des possibilités de l'esprit. En suivant cette logique, ce serait seulement le philosophe occidental qui serait en mesure de discerner la signification réelle de ce que produit le sage extra-occidental. Encore une fois, comme dans la plupart des discours impérialistes ou colonialistes, le philosophe européen serait en droit d'imposer sa lecture du monde, car lui seul posséderait les outils de l'universalité. Par rapport à des remarques de ce genre et à l'existence de nombreux jugements dépréciatifs, d'après Merleau-Ponty, que je cite, elles nous viennent de Hegel, c'est lui qui a inventé de dépasser l'Orient en le comprenant. C'est lui qui a opposé à l'Orient l'idée occidentale de la vérité, celle du concept comme reprise totale du monde dans sa variété, et a défini l'Orient comme un échec dans la même entreprise. J'aurai sous mes yeux le responsable de la séparation des critiques en philosophie, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Je me plonge d'abord dans l'ouvrage de Hegel avant de revenir à la tentative de Merleau-Ponty d'un dépassement de cette machine infernale à produire la vassalisation et l'humiliation des formes de pensée supposées non philosophiques. Le livre de Hegel, La philosophie de l'histoire, est en réalité un cours qu'il a donné sur une période allant de 1822 à 1830. Ce livre est particulièrement intéressant car il met en place ce que serait une définition de la philosophie et de ce que serait son origine qui déterminerait aussi sa finalité. À la question du commencement de l'histoire de la philosophie, la réponse est très précise. Je cite Hegel. Cette histoire commence là où la pensée en sa liberté parvient à l'existence. Et un peu plus loin, je le cite encore, le début à proprement parler de la philosophie doit être établi là où l'absolu n'existe plus comme représentation, mais là où la pensée libre en appréhende l'idée, c'est-à-dire l'être, qu'elle reconnaît comme l'essence des choses. D'après ce que je peux en saisir, pour Hegel, la philosophie débuterait à partir du moment où un sujet serait capable par une réflexion libre d'atteindre l'essence des choses et non plus une simple figuration, une représentation du monde. Le philosophe, au moyen de la liberté, produirait un discours vrai sur les choses. La relation ainsi mise en place permettrait à une pensée libre de produire une universalité. Je cite Hegel. Le fondement de la liberté, c'est que l'esprit se pense, que l'individu ait dans sa particularité l'intuition de lui-même comme universelle. De quelle manière apparaîtrait cette liberté? D'après Hegel que je cite. C'est chez le peuple grec que nous trouvons pour la première fois cette notion de liberté, et c'est là que pour cette raison commence la philosophie. En résumé, l'argument serait historique. Comme la Grèce serait la seule qui aurait inventé le statut de citoyen libre, illustré dans le domaine de la politique par la démocratie athénienne, elle serait la seule qui détiendrait en elle une pensée de la liberté. Cette intuition de la liberté serait le point de départ, mais aussi le but philosophique qui se déploierait dans l'histoire. Ou pour prendre la description de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie, écrit en 1991, Parce que les Grecs sont des hommes libres, ils sont les premiers à saisir l'objet dans un rapport avec le sujet. Tel serait le concept, selon Hegel. Au contraire, en Orient, il n'y aurait eu point de liberté politique, car tous les sujets auraient été soumis à la sphère du despotisme, et donc parallèlement, il n'y aurait point de pensée libre. Les schématisations développées par ces sociétés seraient non libres et déterminées entièrement par la nature. L'argument d'une liberté grecque est relativement faible. Il est le produit de corrélations entre un certain système d'organisation sociale de type démocratique, avec un certain fonctionnement psychologique qui permettrait hypothétiquement de construire une représentation du monde qui serait vraie. Par contre, la formule a été très efficace. Elle a permis de délimiter une sorte d'utopie de la civilisation qui devrait tendre à la fois vers un certain langage, avec un certain modèle politique et avec une certaine véritabilité scientifique. Enfin, par le plus grand des hasards, ce modèle grec serait hautement proche de celui germain. Cette synthèse culturelle, identitaire et limitée a été l'outil de l'affirmation d'une supériorité intellectuelle de l'Allemagne sur les autres cultures, un modèle savant et extrêmement puissant. Dans le cours de philosophie de l'histoire de Hegel, outre ce forçage un peu laborieux, la stratégie consistant à déphilosopher les pensées extra-occidentales est menée d'une manière relativement féroce sur le plan conceptuel. En effet, à ma lecture, Hegel me semble chercher à mettre en place une grille systématique permettant d'affirmer que malgré les apparences et les éloges de certains Européens sur l'Orient, il ne s'agirait pas de philosophie, mais simplement de modèles de représentation ou d'ensemble de figurations. Je vais essayer de résumer quelques arguments de Hegel. Sans liberté, le sujet serait gouverné par la crainte, et en premier chef, il serait soumis à la peur de la nature.
Mais comme il n'y aurait pas de dépassement possible de cette crainte, elle serait à la fois le commencement et le terme, il n'y aurait pas d'histoire, pas d'existence d'un projet se modernisant. Cette pensée anhistorique ou éternelle proposerait à chaque fois les mêmes appréhensions face aux mêmes problèmes insolutionnables. Dans une telle situation, le sujet ne pourrait alors suivre que deux orientations qui le mèneraient à deux formes. Je cite Hegel. Nous trouvons dans la religion l'abandon à la sensualité la plus profonde, la plus grossière, même comme culture. Et d'autre part, la fuite dans l'abstraction la plus haute et la plus vide, par suite, de la négation pure, le néant, le sublime qui consiste à renoncer à tout le concret. D'après l'observation de Hegel, il y aurait d'un côté un abandon dans le particulier, dans le localisé, dans le fragmenté, qui ne viserait que le sensible déterminé, et non l'universel. Il y aurait, je cite, l'évanouissement de l'individu dans le substantiel. Et de l'autre côté, toujours d'après Hegel, il y aurait une négation de la réalité, cela à tel point qu'il deviendrait impossible d'énoncer une quelconque proposition sur le monde. Je le cite. C'est la volatilisation de la conscience de soi, c'est l'anéantissement de la conscience. Dans les deux cas, les énoncés philosophiques produits sont totalement arbitraires. Ils ne peuvent prétendre atteindre une essence des choses. Il y aurait chez les orientaux une intuition substantielle qui produirait soit de simples représentations déterminées, soit des négations. Au contraire, la pensée européenne serait valorisée, car elle fonctionnerait avec une subjectivité réfléchissante, supposément libre et produisant des propositions universelles. Cette double possibilité du penseur oriental me semble évidemment définie par déduction avec une opposition au philosophe idéal que décrit Hegel. Sur le plan de l'individu, si la liberté produirait la vérité, alors à l'opposé, la crainte produirait soit la vassalisation par l'affirmation, ou soit le refus par la négation. Ce schématisme est terrible, puisqu'il vient qualifier différentes attitudes ou courants de pensée, il vient décrire des modèles de classement qui peuvent désigner de nombreux phénomènes existants. Mais dans tous les cas, à l'exception de la philosophie défendue par Hegel, les formes de pensée au travers de cette analyse font émerger des contradictions qui leur seraient internes. Du point de vue de mes expériences, aujourd'hui encore, je peux percevoir les effets de ce type de schématisation. Lorsqu'un étranger visite le Japon, quelqu'un issu d'Europe par exemple, et qu'il découvre la culture ou le fonctionnement de la société, très fréquemment, il émet des jugements décrivant deux bornes qui lui semblent irréconciliables. Par exemple, de nombreux touristes évoquent leur étonnement face à un prétendu paradoxe. Il y aurait le calme d'un lieu de recueillement demandant de la retenue, avec juste en face une forme de sensualisme, par exemple dans l'agitation d'une rue commerçante. Parfois même, au sein du même lieu, par exemple un temple bouddhique, il y aurait comme un paradoxe entre des représentations très ornementées et sensualistes, puis il existerait juxtaposé des formes dont la finalité serait méditative, dans une négation de tout concret matériel. Tous ces discours n'ont évidemment aucune cohérence avec la réalité concrète telle qu'elle est vécue par les acteurs de ces lieux. Quelques échanges sur ces phénomènes suffisent pour saisir que ce type de jugement n'est pas du tout spontané, à moins de supposer que l'occidental qui débarque serait en mesure de mieux juger les autres cultures, ce qui serait une idée finalement très hegelienne. Il faut bien accepter que ce type de jugement est erroné. J'en reviens ainsi à Merleau-Ponty, qui décrit dans son ouvrage Signes de 1960 la manière dont certains éléments d'une non-philosophie, qui est parfois appelée philosophie orientale, pourraient être intégrés au sein d'une histoire de la philosophie au sens grec du terme. La question posée à la philosophie serait bien celle de sa capacité à atteindre une vérité ou un absolu. Si tel est le cas, alors les autres modalités des pensées divergentes n'ont d'autre alternative que celle, je cite Merleau-Ponty, de se soumettre comme première esquisse du concept ou de se disqualifier comme irrationnel. Je le cite encore, Ce savoir absolu, cet universel concret dont l'Orient s'est fermé le chemin, la question est de savoir si nous pouvons, comme Hegel, y prétendre. Si nous ne l'avons pas effectivement, c'est toute notre évaluation des autres cultures qu'il faut revoir. La philosophie est-elle capable d'atteindre un savoir absolu ou n'est-elle qu'un simple anthropomorphisme sans aucune prétention valable de supériorité ? Visiblement, Merleau-Ponty tient à la possibilité qu'aurait la philosophie d'atteindre d'une manière ou d'une autre une ontologie, d'approcher d'après ses propres mots la texture de l'être. La question qui se dessine alors serait celle de savoir comment pouvoir intégrer ces philosophies extra-occidentales dans l'histoire de la philosophie, sans dégrader cette vocation ontologique propre, mais aussi sans humilier et rabaisser à la manière de Hegel d'autres modes de pensée qui lui sont concomitants. La formulation de Merleau-Ponty est très précise. Je cite, Notre problème philosophique est d'ouvrir le concept sans le détruire. À ma connaissance, c'est un des rares philosophes, au moins au XXe siècle, qui a tenté de laisser une place positive aux philosophies extra-occidentales, cela au sein de l'histoire de la philosophie.
Mais pour permettre cette opération, Merleau-Ponty doit positionner les penseurs dits orientaux au même niveau que les présocratiques, dans une sorte de préalable à l'émergence de la philosophie, mais qui n'était pas encore entièrement elle-même. En un mot, il y aurait une enfance de la philosophie et une maturité de la philosophie, avec les qualités et les défauts de ces deux âges qui resteraient néanmoins deux moments séparés, dont le second fait suite au premier, en affirmant quelque chose qui s'y trouvait déjà. Je le cite. 2 points. La puérilité de l'Orient a quelque chose à nous apprendre, ne serait-ce que l'étroitesse de nos idées d'adultes. Entre l'Orient et l'Occident, comme entre l'enfant et l'adulte, le rapport n'est pas celui de l'ignorant au savoir, de la non-philosophie à la philosophie, il est beaucoup plus subtil. Il admet, pour la part de l'Orient, toutes les anticipations, toutes les prématurations. En suivant l'auteur, à la manière d'une revisite de ma propre enfance, je pourrais envisager à partir d'elle les différents choix et bifurcations qui ont produit ce que je suis devenu en tant qu'adulte, et ainsi il serait possible de réinterroger mes convictions propres. Je cite Merleau-Ponty. 2 points. Les philosophies de l'Inde et de la Chine ont cherché, plutôt qu'à dominer l'existence, à être l'écho ou le résonateur de notre rapport avec l'être. La philosophie occidentale peut apprendre d'elle à retrouver le rapport avec l'être, l'option initiale dont elle est née, à mesurer les possibilités que nous nous sommes fermées en devenant occidentaux, et peut-être à les rouvrir. Je dois avouer ma déception. Malgré les efforts déployés, c'est finalement une solution paternaliste qu'apporte Merleau-Ponty. Ne serait-il pas possible de trouver mieux que de supposer les formes de pensée différentes comme étant pré-occidentales, ancestrales, toujours anhistoriques, n'ayant pas de possibilité de se transformer par elles-mêmes, comme des enfants qui ne grandiraient pas sans tuteur? Ainsi, permettre aux penseurs non occidentaux de trouver une place auprès des philosophes aurait pour intérêt de laisser percevoir, je cite Merleau-Ponty, 2 points, la sourde contribution de l'Orient à la philosophie. Je trouve cette formule terrible, tant elle véhicule un sentiment de supériorité de soi et d'infantilisation de l'autre. Avec la meilleure bonne volonté, Merleau-Ponty n'arrive pas à s'extirper de l'histoire de la philosophie de cette relation de séparation et surtout de hiérarchisation. S'il parvient à rendre positive la figure des pensées non philosophiques, il les renvoie au statut de l'enfance ou à une forme de primitivité. L'outil de la philosophie est visiblement une machine infernale dès qu'il s'agit de sortir d'elle-même. Ce domaine a joui d'une telle réputation, il s'est octroyé de tels pouvoirs en visant des universaux, que la philosophie se retrouve face à un mur dès qu'elle se confronte à une tradition séparée.